Bonjour à tous, on se retrouve, c'est Noto, pour la troisième partie de ce guide de Ratchet Gladiator. Donc ici, comme vous pouvez le voir, on va changer un petit peu la formule. Euh, Au lieu de passer sur du gameplay que je ferai en temps réel pour le record, on va passer sur une vidéo qui retrace un de mes anciens speedruns, tout simplement pour des soucis de stabilité. Le jeu étant effectivement très instable, j'ai eu de gros problèmes pour enregistrer la première et la deuxième partie de ce guide. Donc on va partir tout simplement sur un enregistrement YouTube d'une run complète qu'on va disséquer en plusieurs petites planètes pour expliquer. Je venais à m'excuser aussi pour le temps qu'il y a eu entre les deux dernières vidéos, tout simplement parce que j'ai eu une extinction de voix, ce qui rendait très complexe le fait de faire une vidéo où je commentais des choses en fait, tout simplement. Ça veut pas dire que j'ai pas fait de speedrun pendant ce temps, j'ai pas encore battu mon temps optimal de ce qu'on appelle le PB et le personal best. Donc c'est là le PB, mon PB actuel c'est celui-ci que vous allez voir. Et donc on va attaquer avec la troisième planète qui est donc Chronos. Chronos, si vous connaissez, vous avez peut-être pensé au dieu du temps dans la mythologie grecque, si je me trompe pas. Ou alors c'est latin, mais là c'est pas de chance. Et donc c'est pas forcément un hasard parce que c'est la planète la plus longue dans la run. Planète la plus longue parce qu'il y a énormément de missions et qu'on va aussi découvrir le premier boss de cette run. Donc je vous en reparlerai quand on y sera. Donc pour l'instant, Chronos, comme vous pouvez le voir, c'est la planète où on va récupérer donc le choc. Le choc est une amélioration donc qu'on va équiper sur toutes nos armes, vu que c'est la première qu'on débloque. L'avantage des améliorations, c'est aussi qu'on peut les équiper sur toutes les armes qu'on a. Vous achetez l'amélioration une seule fois et elle est débloquée pour toutes les armes. Donc nous, on va jouer dans toute la run qu'avec deux améliorations, choc, que je vais vous expliquer juste là, et gel, qu'on verra un peu plus tard. Vous pouvez voir d'ailleurs sur mes timers que c'est effectivement ici qu'on récupère celle de choc et celle de glace, donc ice sera récupérée sur Roxanne. On en parlera à ce moment-là. Donc choc, tout simplement, c'est une amélioration quand vous allez infliger des dégâts ou et surtout tuer un ennemi avec votre arme, quel que soit le projectile qui l'a tué, ou l'arme tout simplement qui l'a tué. Ça va lancer un éclair qui va toucher les ennemis aux alentours. C'est très pratique, comme on va le voir dans la première dès le début là. C'est parce qu'en fait, tous les ennemis un peu faibles meurent de cet éclair, ce qui nous permet de faire beaucoup d'expérience très vite en lançant par exemple une mine au milieu. Ça touche donc tous les gardiens que vous avez vus, les trois gardiens, et en fait tous les petits ennemis derrière vont prendre le choc électrique et mourir. Ce qui fait que là, le lance-mine, on l'a monté très très vite en termes d'expérience. Pour l'instant, là, notre objectif sur la carte, en termes d'objectif de jeu, c'est tout simplement d'atteindre le côté gauche de l'arène, enfin de la carte, comme vous pouvez le voir avec la mini-carte. En face de nous, vous voyez pas forcément très bien, mais ce gros bâtiment est une cathédrale, qui est en fait le lieu où se passera le combat de boss. Et donc pour l'instant, on a des projecteurs à l'activer à gauche, donc ça va être la face que vous allez voir, puis à droite. Et une fois cela fait, on devra donc retourner à l'entrée de la cathédrale. Et ensuite se passera donc le combat de boss. Pour l'instant, il n'y a pas de choses notables en termes de route, donc je rajoute pas plus d'informations que ça, puisque c'est juste on prend le maximum d'expérience sur l'arme, on essaie de gérer nos munitions. Par exemple, ce groupe d'ennemis, c'est un petit détail, mais on l'apprend avec le temps. En fait, ça sert à rien de tirer un projectile pour essayer de les avoir, puisqu'ils arrivent si vite au contact qu'en fait, ils vont juste toucher le projectile qui est présent sur l'arme. Car on s'en rend pas compte quand on joue au jeu normalement, mais le projectile qui est ici, directement sur l'arme, est une munition. Donc si un ennemi la touche, la bombe explose, ça peut déclencher les effets, par exemple tels que choc, dont je vous ai parlé, et c'est ce qui fait que ce groupe d'ennemis, on le tue instantanément, parce qu'il se projette sur nous. Ce qui rend le lance-mine d'ailleurs une arme excessivement forte contre les personnes qui doivent venir au corps à corps, au contact avec vous, pour vous blesser, puisqu'ils vont forcément prendre au moins une mine. Ah, je tiens à faire un petit rappel. Donc cette jauge que vous voyez se remplir, c'est l'arme, le coup spécial, on va dire, des robots. Et en fait, on va devoir la garder chargée pour une zone très précise de la planète. Vous verrez un peu plus tard parce qu'en fait, c'est un moment où on va être un peu limité en munitions,
si on a bien géré nos munitions. Et en fait, ça va nous permettre d'économiser et de pas tomber en rate de munitions et donc de pas récolter les mauvaises munitions en tirant une autre arme. Donc c'est une ressource qu'il va falloir qu'on calcule. Généralement, par planète, il y a une fois maximum où on a vraiment besoin de cette ressource. Donc on essaye de bien la manager et de pas la jeter dans le vide. Ou utiliser à un moment moins utile. Je tiens à vous faire noter la disposition des arènes parce que c'est un lieu qui va revenir. Vous allez voir que le boss de la zone, on va l'affronter plusieurs fois, notamment dans ces arènes. Et en fait, je tiens à ce que vous remarquiez la zone donc, qui sont au fond, qui ressemblent à des gradins. Parce qu'en fait, normalement, quand vous traversez les arènes, voilà, vous allez de porte à porte, avec un combat au milieu. Nous, c'est ce qu'on va faire, sauf que on va pas sortir par les portes en général. En général, on va faire notre combat, et vous allez voir, on va complètement utiliser ces gradins. J'en dis pas plus pour l'instant, mais c'est une zone qui va vraiment revenir souvent, et vous allez comprendre pourquoi on l'apprécie en speedrun. Jusque là, on doit juste tourner les deux nœuds que vous avez vus au fond de la seule salle de combat pour activer le premier projecteur. Voilà la petite animation pour vous dire que le premier projecteur a été allumé et premier combat contre le boss dans une des arènes. Chose importante, le combat va donc se passer dans cette arène et en fait on peut pré-placer les mines. C'est ce que je vais faire, je vais tirer 3 ou 4 mines je crois, qui vont donc être sur le trajet du boss au moment où il va venir se poser et s'avancer vers nous. Vous pouvez voir dans la cinématique que les mines sont bien présentes et donc seront déjà pré-placées pour le boss. Alors le Cell Shock, excusez-moi, le boss que vous voyez ici, est un boss qu'on peut tout à fait faire sans prendre le moindre dégât. Il suffit juste de placer des mines autour de lui en tournant et en esquivant les zones au sol qui indiquent donc les missiles qui vont tomber sur le sol. Ces coups de pistolet ne sont pas dangereux tant que vous bougez en fait. Donc dans cette zone, il faut bien gérer ses munitions parce que c'est un moment où on va tomber un peu en rade et préparer les emplacements pour les vaisseaux qui abrègent. Comme les points de spawn, je vous l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, sont fixes, on peut préplacer toutes nos munitions et simplement atteindre la fin du défi à partir de ça. Après, quand je dis que les points de spawn sont fixes, c'est vrai. Cependant, il y a aussi le fait d'être en run contre son propre chronomètre, voire en marathon et en réel sur des événements physiques, qui peuvent mener forcément à du stress et donc vous n'aurez pas des placements parfaits. Donc ça reste une donnée à prendre en compte. Défi suivant, on va donc utiliser pour la première fois l'arène. Donc là, normalement, on devrait juste sortir tout droit, affronter un groupe d'ennemis, monter sur des plateformes, enfin, faire le défi normalement. Cependant, l'avantage de ces gradins dont je vous ai parlé un peu plus tôt, c'est qu'en fait, vous pouvez faire un double saut, arriver à peu près à cette hauteur-là, faire la technique que je vous ai montrée de l'hyperstack, et en fait, toute cette zone-là est une zone où vous pouvez marcher. Le rebord ici, en fait, quasiment tous les rebords ici sont physiques, c'est-à-dire que vous pouvez mettre le pied dessus, prendre appui comme une plateforme et vous déplacer dessus. Donc en fait, on peut juste faire un double saut, l'hyperstack, se placer dessus, ressauter. Il faut juste faire attention à une chose, parce qu'en gros, ce rebord-là est physique, ce qui est un problème. C'est-à-dire qu'on peut s'y accrocher. En fait, si vous y accrochez et que vous commencez à faire la manip pour faire un hyperstack, Ratchet il va réinitialiser sa position et donc il va lâcher le rebord. Ce qui fait qu'en fait vous n'allez pas être en position pour prendre de la hauteur, parce que vous êtes collé à un rebord, donc Ratchet va soit accrocher le rebord, soit un peu glisser. Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas envie. Donc il faut prendre un peu plus de hauteur que le rebord pour éviter que vous y accrochiez automatiquement, de manière à tomber directement sur le gradin. Alors vous avez peut-être vu, c'était rapide, mais j'ai slide sur le rebord. C'est quelque chose que, en fait, si vous commencez à slider comme ça peut arriver selon l'angle où vous arrivez, donc la hauteur que vous avez prise. Faut mettre rapidement un coup, c'est ce que je fais ici donc, l'animation de coup classique de Ratchet, pour interrompre la glissade. Parce qu'en fait sinon vous allez glisser au rebord,
n'allez pas tomber, mais vous allez rester bloqué pendant quelques secondes. Donc ça fait gagner du temps de mettre cette attaque, même si on pourrait croire que l'animation est un peu bizarre de faire ça dans le vide. Là, si vous avez déjà vu le record du monde actuel, il n'utilise pas du tout la même technique que moi, il a une technique qui est un tout petit peu plus rapide, mais que je trouve beaucoup plus dur à faire. C'est-à-dire que lui, il va prendre appui sur ce rebord-là, ne pas faire d'hyperstack, juste un double saut. C'est-à-dire qu'il se positionne donc, je vais revenir un tout petit peu pour vous montrer, il va se positionner en gros ici, sur cette zone, faire un double saut, et aller poser le pied ici. Et en fait, le problème c'est que cette zone, c'est pas du tout une zone où vous pouvez rester. C'est-à-dire que là, vous allez glisser vers le vide. Donc en fait, il faut vous placer au bon endroit, double sauter, arriver ici. Dès que vous posez le pied, redouble sauter pour arriver ici. Ça fait que vous n'avez pas la pause à mettre pour faire par exemple l'hyperstack que moi je fais. Donc c'est théoriquement plus rapide. Enfin voilà, c'est objectivement plus rapide. Juste je trouve que c'est beaucoup plus dur à régulariser et donc à faire de manière consistante sur toutes vos runs. Donc personnellement j'ai une technique qui prend un tout petit peu plus de temps, on parle en quelques secondes, pas plus. Mais je trouve que c'est une technique qui est plus safe et plus facile à appréhender. C'est totalement un choix un peu plus lent, mais parfois il faut accepter de prendre une route un peu plus lente, mais une route que vous arrivez à régulariser. Là ici c'est juste une simple série d'hyperstacks qu'on fait à la suite. Ils peuvent être faits de manière plus ou moins rapide. Là je crois que j'en fais 4, mais le dernier n'est pas nécessaire. C'est-à-dire que j'ai déjà les pieds sur la plateforme, c'est juste de la sécurité. Une des rares fois où on est presque obligé d'acheter un marchand. Parce qu'en fait, on se retrouve forcément en manque de munitions après le dernier combat dans la zone du boss. Et en fait, on est de manière favorable, on préfère prendre l'expérience ici, parce qu'il va y avoir plein d'ennemis, plutôt que faire des hyperstacks et essayer de passer. Parce qu'en fait, on serait trop en retard sur l'expérience qu'on veut avoir. Là, on est que niveau 4. Et globalement, on veut passer le niveau 6 avant la fin de Chronos. On la passera normalement dans le dernier défi, donc le défi numéro 2 qu'on fera. Mais voilà, donc on n'a pas envie de manquer trop d'expérience pour la suite. Cependant, même si je vous ai dit qu'on prenait l'expérience, on reste en speedrun, donc on va essayer de faire descendre la plateforme. Parce qu'en fait, la plateforme qui est ici, donc elle était juste au-dessus là, de vous, et en fait, normalement, elle ne descend que lorsque vous avez nettoyé toute la zone. Cependant, elle est codée de manière à ce qu'en fait, si vous êtes au-dessus d'elle, elle va euh, ouais, elle va descendre pour venir vous chercher parce qu'elle croit que vous avez terminé la zone. Donc en fait, on passe juste au-dessus, elle commence à descendre, on met les pieds dessus et elle remonte parce qu'elle a capté qu'on était sur elle. Alors là, c'est un passage qui peut paraître un petit peu angoissant parce qu'il y a 6 ennemis qui vous apparaissent dessus, qui tirent et vous êtes en grappin. De manière régulière, ça m'est arrivé très très peu. Enfin, voilà, ça m'est arrivé très très peu en tout cas qui me touchent en plein vol. Cependant, il faut toujours l'avoir en tête que leur tir, s'ils vous touchent alors que vous êtes en grappin, c'est une mort presque instantanée parce qu'en fait vous allez juste simplement chuter. Donc les 3 à l'avant, donc les 3 que vous avez vus donc à ce niveau-là, n'ont pas le temps de vous tirer dessus juste si vous marchez et vous envoyez le grappin. Cependant, sur les 3, il y a celui du milieu et celui de gauche qui peuvent vraiment vous mettre en danger. Donc n'hésitez pas à prendre par exemple un peu plus sur la droite pour que celui de gauche par exemple n'ait pas l'angle ou n'ait pas le temps de vous tirer dessus, de manière à sécuriser un petit peu votre run. Le trajet optimal voudrait qu'on prenne directement à gauche. Je le déconseille parce qu'en fait la chance de prendre un tir du milieu, donc ou de celui de gauche, est trop grande par rapport au gain que c'est. Après, si on était en tasse, donc un speedrun réalisé par un ordinateur où chaque appui d'une touche est parfait, puisqu'exécuté par un ordinateur, forcément on ne prendrait pas cette route-là. Et on aurait sûrement d'autres techniques à utiliser. Là, vous voyez que j'ai un peu mal géré mes munitions parce que je me retrouve au canon magma. Je vous avais dit qu'on devait garder donc ce projectile des robots pour une zone un peu plus tard. En fait, ça va être juste ici, à la prochaine porte.
Cependant, j'ai un peu mal géré mes munitions parce qu'en fait, il devrait m'en rester à peu près 3 pour pouvoir les placer ici, car un vaisseau va arriver en haut à gauche en fait, de l'écran. Et en fait, tant que ce vaisseau n'est pas mort, la porte ne s'ouvre pas. On pourrait potentiellement faire un hyperstack pour passer au-dessus, mais c'est une perte de temps par rapport au temps où le vaisseau arrive, et c'est une perte d'expérience aussi. Donc là, ben, c'est ma faute, j'ai un petit peu raté. Ah, mais j'ai raté de une du coup. Alors, le Destructor, donc si vous avez peut-être eu le temps de le voir, c'est le nom de cette compétence que les robots utilisent, qui font d'énormes dégâts. Il y a une petite astuce dans cette zone, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de viseur à proprement parler quand vous appuyez sur la touche. Cependant, pour qu'il vous autorise à utiliser le Destructor, il faut que vous ayez un ennemi dans votre champ de vision. En gros, vous comptez un angle à peu près comme ça, assez ouvert, enfin plus ou moins ouvert, devant vous. Et s'il n'y a personne devant vous à une certaine distance, il considère donc qu'il n'y a aucune raison de l'utiliser. Donc en gros, nous, ce qu'on fait, c'est assez subtil, mais ça vient avec le temps. On oriente de manière à ce qu'il y ait au moins un des deux ennemis dans cet angle pour que le robot puisse détecter qu'il y a un ennemi et qu'on puisse lancer le destructeur un peu plus tôt. Parce que sinon, si vous tournez un peu trop tard, bah, il ne détecte pas et vous ne pouvez pas le lancer et les portes ne s'ouvrent que lorsque ces deux ennemis sont morts. Il y a une petite interaction rigolote entre le destructeur et cette zone, c'est-à-dire que là, vous voyez la porte s'ouvrir. Alors là, j'étais un peu vite parce qu'il a détruit très vite les deux ennemis, mais il y a des scénarios où le destructeur, quand il arrive en fin de vie, quand vous entendez le petit, il y a un petit bruit un petit peu caractéristique, je vais vous le repasser vite fait. Quand il arrive à la fin de ce bruit, il explose en zone, et donc tous les ennemis qui sont touchés, généralement meurent, parce que c'est des dégâts assez élevés. Et en fait, si vous n'avez pas encore tué les deux ennemis présents ici, les exécuteurs, les ennemis en fait derrière la porte existent déjà, et lorsque le destructeur va exploser, ça va les toucher et les tuer. Donc il y a des moments où vous pouvez ouvrir la porte et il n'y a pas d'ennemis, juste parce qu'ils sont déjà morts en fait. Voilà, l'explosion que vous avez entendue là, c'était donc le destructeur. Alors c'est une zone ici où on s'en rend pas forcément compte au début, mais il y a énormément d'expérience à récupérer. En fait, si vous tuez tous les ennemis très très vite, il y en a quelques-uns qui respawnent, et donc ça vous donne une grosse montée en expérience s'il vous reste des mines à ce moment-là. Deuxième combat de boss dans la deuxième arène, du coup. Vous voyez, c'est vraiment la même forme d'arène, c'est exactement la même en copier-coller. Et donc on va faire exactement la même chose après avoir tué le boss, c'est-à-dire sauter sur le coin pour monter et passer au-dessus. Et vous allez voir, c'est encore pire sur ce niveau parce qu'ici ça nous coupe une énorme portion du, du monde grâce à cette arène. Vous voyez, si on met les pieds directement, par exemple, pas sur la tribune, mais sur le premier rebord qui était en dessous, on n'a pas l'effet de glissade. C'est-à-dire que là, j'ai appuyé sur carré donc pour faire un coup de mêlée par réflexe. Cependant, il n'était pas nécessaire, vu que je n'étais pas en train de glisser. Alors, là, j'ai réagi un petit peu tard, et du coup, j'ai chuté bien plus que je n'aurais voulu, ce qui me force à faire des hyperstacks en plus. Donc là, on a finalement allumé les deux projecteurs qui permettent d'ouvrir la cathédrale. Et donc, on a affronté 2 fois le boss, et on va aller donc à faire le dernier affrontement face à lui. Je vous rappelle que c'est donc le seul boss qu'on verra sur sa planète d'origine, étant donné que tous les autres seront à affronter sur la station de Red Zone. Donc, pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe dans cette zone, vous voyez que là, on voit donc un énorme cercle qui représente une première arène. Vous pouvez deviner ici qu'il y en a une deuxième, et en fait c'est juste 4 parts
quatre quarts de la cathédrale. Donc il y en a un ici, un que vous pouvez deviner en dessous, et enfin un ici. Normalement, dans l'ordre classique de la cathédrale, vous rentrez ici, vous affrontez une première fois le boss. Une fois que vous avez diminué sa vie suffisamment, il repart dans les tunnels en haut. Je vais vous montrer les tunnels en haut juste après, vous allez comprendre pourquoi. Après avoir fait votre combat, vous allez vous déplacer sur la deuxième zone. Vous refaites un combat, même chose. Il s'en va une fois qu'il est trop bas. Troisième chose, pour le troisième quart, vous allez donc là sur la troisième arène. Même chose, un combat. Une fois qu'il est assez bas en PV, il repart. Et vous atteignez enfin la dernière zone. Donc c'est très long parce que il y a les allers-retours, il y a les combats, il y a les déplacements. C'est vraiment un combat de boss qui est très très long. Cependant, nous on est en speedrun, donc on n'a pas le temps. Donc en fait, on va juste utiliser une zone qui normalement ne nous est pas du tout réservée. Donc c'est en fait les tuyaux que lui utilise pour se déplacer. Et pour ça, en fait, on va s'aider du décor en faisant donc une série d'hyperstacks pour gagner de la hauteur. Vous voyez, c'est un petit peu capricieux parce que là, j'ai eu une prise un petit peu au mauvais endroit puisque j'aurais dû monter directement sur la lampe. Et c'est des lampes où normalement vous avez jamais accès, cependant, elles sont physiques, ce qui est un gros avantage pour nous. Vous voyez, c'est vraiment capricieux le fait de s'accrocher, parce qu'en fait, généralement, vous allez juste chuter. Cependant, il y a certaines plateformes où vous pouvez vous accrocher, commencer un hyperstack avec la manip, et réussir à vous accrocher et à monter. C'est un petit peu... Il faut apprendre à connaître quelles sont les plateformes qui marchent et quelles sont les plateformes qui vous trollent. La lampe, elle vous troll. Vous voyez qu'il y a un petit peu de stress, je panique un petit peu sur mes inputs. Ce sont des choses évidemment qui arrivent dans le speedrun. Et donc vous voyez ces grands tunnels là, normalement on n'y a jamais accès, en tout cas jamais dans ce combat de boss. Euh, le défi qu'on verra, le numéro 2, en fait se passe ici, mais normalement vous n'avez jamais y être durant ce combat de boss. Ça explique d'ailleurs probablement le pourquoi cette zone est physique, c'est-à-dire qu'ils ont modélisé la zone pour qu'elle soit jouable pour le prochain défi en fait. Donc ils se sont pas embêtés à la retirer spécifiquement pour ce combat, ils ont juste laissé toute la zone. Comme on sait que le boss va repasser par ici en fait et venir se poser, c'est ce qu'il ferait en fait si vous aviez fait les 3 premiers combats, il passe toujours par les tunnels. On va pré-placer nos mines pour l'accueillir en fait sur le trajet et commencer à baisser ses PV. Alors faut faire vraiment attention parce qu'en fait il y a certaines zones où en fait où le boss va détecter que vous êtes bien dans l'arène, parce qu'en fait nous on a skippé 3 combats, donc la zone où j'étais et les 2 autres. Donc en fait il est un petit peu perdu, il faut lui signifier où est-ce qu'on est. Et en fait pour ça il y a certaines zones de l'arène qui comptent. Donc coup de chance, c'est globalement du côté où il va y avoir les munitions. Vu qu'on en a déjà préplacé, il nous en manque. Donc on va profiter du temps qu'il va mettre pour se déplacer, descendre jusqu'à nous, pour aller récupérer des munitions. Petite optimisation que vous avez pu voir. En fait, sa première attaque, c'est forcément une onde de choc au sol qui va donc couvrir toute la zone. On est obligé de sauter. Cependant, on peut profiter de cette onde de choc parce qu'elle ouvre les caisses de munitions. Donc en fait, si vous vous trouvez à côté d'une caisse de munitions lorsque l'onde avance, ça vous permet de récupérer les munitions de la caisse sans avoir à l'ouvrir. C'est une petite optimisation, mais c'est toujours bon de l'avoir en tête parce qu'en fait, ça vous permet de récupérer la caisse qui était ici, continuer à vous déplacer sur le côté et aller chercher la deuxième caisse pour être sûr de ne pas manquer de munitions durant ce fight. Donc là, on va aller faire le deuxième défi de la zone. Et en fait, donc c'est exactement l'endroit par lequel on vient de passer, que je vous ai indiqué. Là, petit manque de chance, j'aurais voulu passer mon niveau 5 donc, sur le boss précédent. Cependant, il manquait un tout petit peu d'expérience. Et en fait, vous rendez bien compte que lorsqu'on a l'animation qui se joue, c'est du temps qui est perdu, tout simplement. Et on peut cacher ces animations en fait en gagnant un niveau sur les dernières secondes d'un boss. Enfin, sur les dernières secondes d'un niveau, quel qu'il soit. Mais j'ai pas eu la chance, il manquait quelques points d'expérience.
On peut faire pas mal d'économies de munitions dans cette zone, puisque c'est plein de petits ennemis, accompagnés souvent d'un un peu plus gros. Donc en fait, vous pouvez laisser les petits s'approcher, lancer la mine sur le gros, et en fait ça va nettoyer toute la zone, puisque le gros va mourir de l'explosion et les petits vont mourir du choc. Je vous ai dit qu'on allait être sûrement niveau 6 à la fin de cette mission. En fait, le palier du niveau 6 sur le lance-mine spécifiquement, c'est vraiment un palier qui est très important. Et là, vous allez vraiment comprendre de suite pourquoi. Vous voyez actuellement, je suis donc niveau 5 sur mon arme, et je gagne 2 munitions à chaque fois que je récupère une boîte de munitions. Quand je vais passer niveau 6, l'amélioration qu'il va y avoir, c'est en plus des dégâts, ça va être le fait de récupérer 3 munitions. Et en fait, 3 munitions, ça vous change complètement le jeu. Euh, Ça paraît un peu bizarre dit comme ça, parce que c'est juste quelques munitions de plus. Mais en fait, ça fait que vous êtes beaucoup moins en stress de manquer de munitions, parce que 3 munitions par 3, ça va très très vite à recharger toutes les munitions que vous avez. Alors que 2 munitions par 2, vous pouvez très vite vous être un peu trop en confiance ou un peu trop agressif dans votre gameplay et manquer de munitions. C'est aussi pour ça qu'on veut avoir très très vite ce niveau 6 sur Chronos. Alors il faut pas hésiter, les murs que vous voyez donc sur les côtés sont des murs qui se rapprochent en fait au fur et à mesure du niveau, et normalement dans le gameplay normal, vous pouvez utiliser vos robots pour les éloigner. Nous, on n'a aucun intérêt à les éloigner parce qu'en fait, ils se bloquent à cette distance, et ce qui fait que, en gros, les ennemis vont venir se rapprocher de vous. Donc nous, on n'a aucune envie d'éloigner la zone de jeu, on va dire, d'étendre cette zone. Cependant, quand il y a les vaisseaux qui passent, qui viennent donc s'immobiliser et lâcher des troupes, faut pas hésiter à s'avancer, reculer, en fait, pour essayer de récupérer leurs munitions quand ils vont mourir. Parce qu'en fait, quand un ennemi meurt, c'est pas obligatoirement vous qui allez récupérer les munitions. Les munitions peuvent rester au sol, et donc notamment avec eux, c'est très visible, parce qu'en fait, vous êtes à la limite de leur récupération. Si vous approchez trop, vous allez prendre du dégât, ce qui est pas forcément gênant, mais ça vous ralentit dans votre gameplay. Et si vous vous rapprochez pas assez, en fait, vous n'êtes pas détecté par la munition, et donc elle n'est pas ramassée. Donc il faut faire un petit va-et-vient rapide pour essayer d'être détecté. Donc vous voyez que même là, même malgré le niveau 6, non voilà, je n'ai pas le niveau 6 et donc je tombe un peu en manque de munitions. Si j'avais un peu mieux géré mon expérience, j'aurais eu le niveau 6 donc à ce défi-là. Vous voyez que j'ai un petit retard. C'est un petit retard qui est rattrapable et qui va être rattrapé. Cependant, si j'avais eu mon niveau 6, donc j'aurais eu plus de munitions, j'aurais pas manqué de munitions sur la fin, et j'aurais pas donc gagné de l'expérience sur une arme que je ne veux pas utiliser, qui est donc le canon magma. Globalement, la planète Chronos, là, elle est terminée. Vous voyez que même si je vous ai dit que c'était la plus longue, elle n'est pas non plus délirante en termes de longueur. Euh, Globalement, ce qui va nous rester là au prochain, ça va être le défi Avenger. Alors, ça va être un peu bizarre parce que c'est pas le même format qu'on verra plus tard. C'est-à-dire que normalement, le boss, vous l'affrontez pas donc sur une planète, mais bien sur le défi Avenger, Crusader, Vindicator. Donc le Avenger sera un petit peu plus court. Il y aura quand même pas mal de choses à dire sur ce Avenger parce qu'il présente quelques défis très intéressants, notamment un défi à la clé, comme vous pouvez le deviner avec mon split. Mais je ne vous en dis pas plus, et je vous dis donc au revoir, et merci d'avoir regardé cette vidéo.